Chaque jour, nos yeux captent des milliards de photons, les transformant en une image détaillée de notre réalité en moins d'une seconde. Ce processus, qui semble si simple et automatique, est en réalité l'une des prouesses les plus complexes et fascinantes du cerveau humain. Mais comment s'opère cette métamorphose de la lumière en perception visuelle? Comment notre cerveau parvient-il à construire le monde tridimensionnel et plein de couleurs que nous expérimentons? La vision n'est pas seulement un acte des yeux. C'est un dialogue sophistiqué entre la lumière, la biologie et les neurosciences. Tout commence avec la lumière, cette forme d'énergie électromagnétique qui voyage en ondes. Lorsque ces ondes de lumière frappent un objet, certaines sont absorbées et d'autres sont réfléchies. Les longueurs d'onde réfléchies sont celles qui déterminent la couleur que nous percevons de cet objet. Par exemple, une pomme rouge absorbe toutes les longueurs d'onde de la lumière blanche, sauf les rouges, qui sont celles qu'elle réfléchit. C'est cette lumière réfléchie que nos yeux captent. L'œil humain est un organe étonnant, conçu pour recueillir et focaliser la lumière. La première structure que la lumière rencontre est la cornée. La cornée est une couche transparente et convexe à l'avant de l'œil. Sa principale fonction est de réfracter ou de courber la lumière qui entre. Cette réfraction initiale est cruciale pour focaliser les images à l'arrière de l'œil. Après la cornée, la lumière traverse la pupille. La pupille est l'ouverture centrale et sombre de l'iris. C'est l'iris qui contrôle la taille de la pupille. L'iris est cette structure pigmentée qui donne de la couleur à nos yeux. Il fonctionne comme un diaphragme d'un appareil photo. Il se contracte dans des conditions de lumière vive pour limiter la quantité de lumière qui entre. Et il se dilate dans l'obscurité pour permettre à plus de lumière d'entrer. Cela optimise la quantité d'informations lumineuses qui atteint notre rétine. Derrière la pupille se trouve le cristallin. Le cristallin est une lentille biconvexe, transparente et flexible. Sa fonction principale est de réaliser un ajustement fin de la mise au point. Il permet à la lumière de se concentrer précisément sur la rétine. Ce processus est connu sous le nom d'accommodation. C'est le mécanisme qui nous permet de voir les objets clairement, aussi bien de près que de loin. Par exemple, en lisant un livre à quelques centimètres, le cristallin devient plus courbé. En revanche, en regardant un paysage lointain, le cristallin s'aplatit. Une fois que la lumière a traversé le cristallin, elle voyage à travers le corps vitré. Le corps vitré est une substance gélatineuse et transparente qui remplit la majeure partie du globe oculaire. Ce gel maintient la forme sphérique de l'œil. Il permet également à la lumière d'atteindre la rétine sans distorsion. La rétine est la couche la plus interne et fondamentale de l'œil. C'est là où la lumière est convertie en signaux électriques. La rétine contient des millions de cellules photoréceptrices. Ces cellules sont chargées de détecter la lumière. Il existe deux types principaux de photorécepteurs. Ce sont les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets sont extrêmement sensibles à la lumière faible. Ils sont responsables de notre vision nocturne ou scotopique. Ils nous permettent de voir dans des conditions de faible luminosité. Cependant, ils ne sont pas capables de distinguer les couleurs. On estime qu'il y a environ 120 millions de bâtonnets dans chaque œil humain. Ils se concentrent principalement dans la périphérie de la rétine. Ceci explique pourquoi il est parfois plus facile de voir des objets faibles avec la vision périphérique pendant la nuit. D'autre part, les cônes sont responsables de la vision des couleurs et de la haute résolution. Ils nécessitent des conditions de lumière plus brillantes pour fonctionner. Il y a près de 6 millions de cônes par œil. Ils se concentrent principalement dans une petite zone centrale de la rétine appelée fovea. La fovea est le point d'acuité visuelle maximale. C'est là que nous concentrons notre regard lorsque nous voulons voir quelque chose en détail. Il existe 3 types de cônes. Chaque type est sensible à une longueur d'onde de lumière spécifique. Il y a des cônes pour la lumière rouge, la verte et la bleue. La combinaison des signaux de ces 3 types de cônes nous permet de percevoir la vaste gamme de couleurs du spectre visible. Par exemple, le jaune est perçu lorsque les cônes sensibles au rouge et au vert sont stimulés simultanément. Une fois que les photorécepteurs ont détecté la lumière, ils transforment cette énergie lumineuse en un signal électrochimique. Ce processus s'appelle la phototransduction. Le signal est ensuite procédé par plusieurs couches de neurones dans la rétine elle-même. Celle-ci inclut les cellules bipolaires, les cellules horizontales, les cellules amacrines et les cellules ganglionnaires. Les cellules horizontales et amacrines affinent les signaux. Elles sont cruciales pour la détection des contrastes et des mouvements. Les cellules bipolaires transmettent les signaux des photorécepteurs aux cellules ganglionnaires. Les cellules ganglionnaires de la rétine sont les neurones de sortie. Leurs axones s'unissent pour former le nerf optique. Le nerf optique est comme un câble à haute vitesse qui transporte toute l'information visuelle. Il contient environ 1 200 000 fibres nerveuses.
Chacune d'elles transporte des signaux provenant de différentes parties de la rétine. Mais ce n'est pas un simple câble qui transmet des données brutes. Déjà dans la rétine, un pré-traitement significatif est effectué. La rétine n'envoie pas une image pixelisée au cerveau. Envoie des informations codées sur les bords, les mouvements, les contrastes et les couleurs. Les nerfs optiques de chaque œil se dirigent vers une structure appelée chiasma optique. Dans le chiasma optique, l'information de chaque champ visuel se croise. L'information du champ visuel droit des deux yeux voyage vers l'hémisphère gauche du cerveau. L'information du champ visuel gauche des deux yeux voyage vers l'hémisphère droit. Cette organisation est fondamentale pour la vision binoculaire et la perception de la profondeur. Après le chiasma optique, les voies visuelles continuent vers le thalamus. Le thalamus est une structure cérébrale qui fonctionne comme une station de relais. Spécifiquement, les signaux visuels sont envoyés au noyau genouillé latéral du thalamus. Ce noyau n'est pas qu'un simple commutateur. C'est une station de traitement où l'information visuelle est filtrée et organisée davantage. Par exemple, le noyau genouillé latéral aide à moduler les signaux. Ceci peut être influencé par l'attention ou l'état d'alerte du cerveau. Depuis le thalamus, les signaux visuels voyagent à travers les radiations optiques. Ce sont un ensemble de fibres nerveuses qui s'étendent jusqu'au cortex visuel. Le cortex visuel est la partie du cerveau dédiée au traitement de l'information visuelle. Il se situe dans le lobe occipital, dans la partie postérieure de la tête. Le cortex visuel primaire, connu sous le nom de V1, est le premier point d'arrivée des signaux. Ici, le cerveau commence à construire l'image de façon rudimentaire. Les neurones dans V1 sont réglés pour détecter des caractéristiques très basiques. Ces caractéristiques incluent l'orientation des lignes et les bords. Imagine comment les traits d'un dessin commencent à prendre forme. Ensuite, l'information visuelle se propage à d'autres zones du cortex visuel. Ces zones, comme V2, V3, V4 et V5 ou MT, se spécialisent dans différents aspects de la vision. V2, par exemple, traite les contours et les textures plus complexes. V3 se concentre sur les formes des objets. V4 est crucial pour la perception de la couleur et la reconnaissance de patrons complexes. Un dommage en V4 peut mener à une condition appelée achromatopsie cérébrale. Les personnes avec cette condition voient le monde en ton de gris, même si leurs yeux fonctionnent parfaitement. C'est un clair exemple de comment la perception de la couleur réside dans le cerveau, pas seulement dans l'œil. V5, aussi connu sous le nom de zone médiale temporale ou MT, est spécialisé dans le traitement du mouvement. Un dommage dans cette zone peut provoquer une akinétopsie. Ceci signifie que la personne voit le mouvement comme une série d'images statiques ou un collage d'instantanés. Par exemple, si quelqu'un avec akinétopsie essaie de servir du café, je verrai le café dans la carafe, puis une position statique à mi-chemin et enfin dans la tasse. Je ne percevrai pas le flux continu du liquide. Ces différentes zones de traitement ne travaillent pas de manière isolée. Elles communiquent intensément entre elles. Elles créent ainsi un réseau complexe qui intègre tous les éléments visuels. Le cerveau suit alors deux voies principales de traitement visuel. Ce sont la voie dorsale et la voie ventrale. La voie dorsale s'étend du lobe occipital vers le lobe pariétal. Elle est connue comme la voie du où ou du comment. Cette voie est fondamentale pour la perception spatiale. Elle nous aide à localiser les objets dans l'espace et à guider nos actions avec eux. Par exemple, lorsque nous tendons la main pour prendre un verre d'eau. C'est la voie dorsale qui nous informe où se trouve le verre et comment nous devons nous déplacer pour l'atteindre. Un dommage à cette voie peut causer une ataxie optique. Les personnes atteintes d'ataxie optique ont des difficultés à atteindre des objets, bien qu'elles puissent les voir clairement, démontrant une déconnexion entre la vision et l'action motrice. La voie ventrale, en revanche, s'étend du lobe occipital vers le lobe temporal. Elle est connue comme la voie du quoi. Cette voie est essentielle pour la reconnaissance des objets et des visages. C'est ce qui nous permet de reconnaître un ami, un chien ou une chaise. Un exemple classique de problème dans la voie ventrale est la prosopagnosie. Les personnes atteintes de prosopagnosie sont incapables de reconnaître des visages familiers. Elles peuvent même ne pas reconnaître leur propre visage dans un miroir, bien qu'elles puissent voir et décrire les caractéristiques faciales individuelles. Cela souligne comment la reconnaissance des visages est une fonction très spécifique du cerveau. Un autre exemple est l'agnosie visuelle des objets. Dans ce cas, la personne voit un objet, peut décrire ses composants, mais ne peut pas le nommer ou reconnaître son utilisation. Par exemple, elles peuvent décrire une fourchette comme un objet avec 3 ou 4 pointes de métal, mais ne la reconnaîtront pas comme une fourchette tant qu'elles ne la toucheront pas ou ne l'entendront pas s'entrechoquer. En plus de ces voies, d'autres zones cérébrales sont également impliquées dans la vision. Le système limbique, par exemple, connecte les émotions avec ce que nous voyons.
Une vision peut évoquer une réponse émotionnelle immédiate. Comme la peur en voyant un serpent ou la joie en voyant un être cher. La mémoire joue également un rôle crucial. Notre expérience préalable avec des objets ou des situations influence la façon dont nous les percevons. Si nous avons vu un objet auparavant, notre cerveau le reconnaît plus rapidement. Le cerveau ne reçoit pas seulement des données visuelles, il s'agit d'un concept fondamental en neurosciences visuelles. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que notre cerveau le construit. Un exemple concret de ceci est l'effet d'illusion d'optique, Comme celles qui font que deux lignes de même longueur paraissent différentes. ou les images ambiguës qui peuvent être interprétées de deux manières distinctes. Notre cerveau applique des raccourcis et des suppositions basées sur l'expérience, ce qui nous amène parfois à percevoir des choses qui ne sont pas physiquement réelles. Considérons également l'impact de l'apprentissage et de la plasticité cérébrale. La capacité du cerveau à changer et à s'adapter à de nouvelles expériences est stupéfiante. Par exemple, dans les cas de personnes qui naissent aveugles et recouvrent ensuite la vue grâce à une chirurgie. Souvent, ces personnes ne peuvent pas interpréter le monde visuel immédiatement. Elles ont besoin de mois, voire d'années d'entraînement pour apprendre à reconnaître les objets et les visages. Car même si leurs yeux voient maintenant, leur cerveau n'a jamais appris à traiter et à interpréter ces signaux. Cela démontre que la vision est une compétence apprise et développée tout au long de la vie. La neuroscience moderne a fait de grands progrès dans la compréhension de ces processus. La cartographie cérébrale, utilisant des techniques comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, Permet aux scientifiques d'observer quelles zones du cerveau s'activent lors de différentes tâches visuelles. cela a révélé l'incroyable complexité et la distribution des fonctions visuelles dans le cerveau. De plus, la recherche sur les interfaces cerveau-ordinateur progresse. Des prothèses visuelles sont en cours de développement qui peuvent restaurer une partie de la vision chez les personnes aveugles. Par exemple, les implants rétiniens artificiels peuvent stimuler directement les cellules ganglionnaires de la rétine. Ou envoyer des signaux aux nerfs optiques ou même directement au cortex visuel. Un pas réel est celui de l'Argus 2, un système de rétine artificielle. Il permet aux patients atteints de certaines formes de cécité de percevoir des motifs de lumière et de mouvement, Même reconnaître de grandes lettres ou distinguer une porte ouverte d'une porte fermée. bien que ce ne soit pas une vision parfaite, cela représente une avancée significative, Il existe également des projets pour la stimulation du cortex visuel. où des électrodes sont implantées directement dans le cerveau. Ces projets cherchent à créer des phosphènes. Ce sont des points de lumière perçus directement par le cerveau. En stimulant différents points du cortex, on peut générer des motifs de lumière que les utilisateurs peuvent apprendre à interpréter comme des formes ou des lettres. Ces exemples nous montrent le pouvoir de la connexion entre l'œil et le cerveau. Aussi, ils les interprètent et leur donnent un sens en se basant sur nos expériences et nos attentes. La vision n'est pas seulement la capacité de voir les couleurs et les formes. C'est notre porte d'entrée sur le monde, un outil fondamental pour la survie. Elle nous permet de naviguer, d'apprendre, de communiquer et de profiter de la beauté qui nous entoure. De la détection d'un prédateur dans la savane africaine par nos ancêtres, Jusqu'à la lecture d'un diagramme d'ingénierie complexe aujourd'hui. la vision a été et reste indispensable à notre espèce. C'est un rappel de l'incroyable capacité de notre cerveau, qui prend de simples photons de lumière et les transforme en l'expérience riche et vibrante de la réalité. Si cette exploration fascinante vous a laissé émerveillé par la merveille de votre propre vision, Nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer de futurs voyages hallucinants comme celui-ci. Laissez-nous un j'aime si vous avez aimé ce que vous avez appris. Nous voulons lire vos pensées et vos questions dans les commentaires. Et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, souhaitent percer les secrets de l'univers. Et comment la compréhension de ce système peut mener à des solutions innovantes.